L'Arctique est une terre d'extrême, un froid mortel, une obscurité sans fin et une isolation brutale. Et pourtant, pendant des siècles, ces tribus indigènes ont défié la nature, survécu et prospéré dans des conditions qui devraient être invivables. Dispersés à travers l'Alaska, le Canada, le Groenland, la Scandinavie et la Russie, ces peuples circumpolaires ont développé des traditions extraordinaires. De la chasse dans l'obscurité totale à la construction de maisons en glace. Leur mode de vie est stupéfiant. Les Yupik. Et si le monde autour de vous n'était pas simplement composé de terre et de mer, mais d'esprit? Pour le peuple Yupik, ce n'est pas une fantaisie, c'est leur façon de vivre. Ils croient que tout dans la nature possède une âme, des montagnes imposantes jusqu'aux petits poissons. Leurs chamans, de puissants guides spirituels, peuvent guérir les malades, communiquer avec des forces invisibles et même provoquer le malheur chez ceux qui perturbent l'équilibre. Au cœur de leurs croyances se trouve Elam Yuwa, l'esprit de l'univers, la force invisible qui a créé toute vie. Ce profond respect pour la nature influence tout, leur tradition, leur survie et même leur art. Cependant, leur culture ne se limite pas à la parole, elle est sculptée, dansée et transmise à travers les générations. Les Yupik transforment le bois et l'ivoire en masques et sculptures époustouflants. Le plus fascinant, c'est que chaque pièce raconte une histoire unique. Leurs danses hypnotiques, réalisées lors des cérémonies potlatch, servent également à honorer le passé et à se connecter avec les esprits. Maintenant, survivre dans l'Arctique ne dépend pas de la chance. Cela demande des compétences, du savoir et une incroyable résilience. Et en cela, les Yupik ont maîtrisé la terre et la mer. Ils chassent les phoques, les morses et les caribous avec des harpons, des lances et des kayaks. Pour résister aux hivers brutaux, ils construisent des kachim, des maisons communautaires souterraines, et des ennas, des abris chauds tapissés de peaux d'animaux. Là où les Yupik trouvent leur sagesse dans les esprits de la terre et de la mer, il existe une autre tribu qui déchiffre le langage de la glace et de la neige. Les Nenets. Les Nenets, un peuple remarquable qui a maîtrisé l'art de survivre dans l'un des environnements les plus hostiles de la Terre, la toundra sibérienne. Pendant des siècles, ils ont vécu aux côtés de leurs reines, développant une connaissance profonde de la neige, de la glace et du pergélisol qui les entoure. Pour cette tribu, la survie est gravée au plus profond d'eux-mêmes. Étant donné le climat dans lequel ils vivent, l'une des compétences uniques des Nenets est leur capacité à lire la neige. Avec un vocabulaire riche en termes pour décrire les différents types de neige, ils peuvent prédire le temps, trouver les meilleurs pâturages pour leurs reines et déterminer quand il est sûr de voyager. Dans un monde où le changement climatique modifie rapidement leur environnement, ce savoir est plus crucial que jamais. Les changements des régimes climatiques et la fonte des glaces perturbent leurs routes de migration et leurs terres de pâturage, menaçant leur mode de vie. En même temps, les Nenets vivent dans des choums, des tentes traditionnelles en forme de cône, faites de peau de renne. Ces tentes sont conçues pour résister à des températures pouvant chuter jusqu'à moins 50 degrés Celsius. Mais le choum n'est pas qu'un simple abri. Les peaux offrent une isolation, gardant la chaleur à l'intérieur et le froid à l'extérieur. Elles sont également faciles à monter et à démonter, ce qui est essentiel, car les Nenets se déplacent avec leurs troupeaux pour les migrations saisonnières. Dans la société Nenet, la famille est tout. Ils s'organisent en clans et transmettent leur lignée par le père. Chaque clan possède son propre territoire et ses propres coutumes, et les anciens occupent une place importante dans la prise de décision. Cependant, ce sont les Tadia, les chamans, qui assurent véritablement la cohésion de la communauté. En tant que leaders spirituels, ils maintiennent un équilibre délicat entre les humains et la nature, veillant à ce que les Nenets restent connectés à la terre qui les nourrit. Cependant, au fil des années, le mode de vie des Nenets est en danger. Des projets industriels, comme le méga-projet Yamal, ont envahi leurs terres, perturbant les routes de migration et introduisant de la pollution. Cette intrusion sur leur pâturage pourrait signer la fin du mode de vie traditionnel des Nenets. Leur liberté de mouvement à travers les terres n'est plus garantie et l'environnement même dans lequel ils ont vécu pendant des siècles est en train de changer d'une manière qu'ils ne peuvent plus contrôler. Il est clair que la survie prend de nombreuses formes. Tandis que les Nenets luttent contre le froid glacial de Sibérie, une autre tribu a combattu des forces bien plus dévastatrices que la nature elle-même. Les Aléoutes. Le terme Aléoute a fait son apparition au XVIIIe siècle, créé par des commerçants de fourrure russes pour désigner deux peuples distincts, les Unangaks des îles Aléoutiennes et les Sugpiaks de l'île Kodiak. Bien qu'ils partageaient un environnement similaire, leur culture et leur langue étaient uniques.
Cependant, tout a changé avec l'arrivée des colonisateurs russes en 1741. Ce qui avait commencé comme un simple commerce s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus destructeur. La promesse du commerce a vite laissé place à l'exploitation. Les commerçants de fourrure, avides de profit, ont surchassé les loutres de mer et les phoques, ravageant les écosystèmes desquels dépendaient les Aléoutes. Les maladies se sont propagées comme une traînée de poudre et la guerre a suivi la colonisation. Le résultat fut catastrophique. Les Aléoutes, autrefois une communauté florissante de 25 000 personnes, ont vu leur population chuter à seulement 2 000 à la fin du 19e siècle. La question est la suivante. Comment une culture entière peut-elle survivre à un choc aussi dévastateur? La langue aléoute, Unangam Tunu, autrefois parlée par des milliers de personnes, est aujourd'hui en voie de disparition, avec seulement 109 locuteurs fluents restants. L'érosion de leur langue est une conséquence directe de siècles de perturbations culturelles, un coup porté à leur identité, dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Cependant, face à l'adversité, les Aléoutes se battent pour reprendre le contrôle. Des efforts sont en cours pour faire revivre leur langue et leurs pratiques, avec un objectif clair, les transmettre aux générations futures. Quelles sont ces pratiques? Le peuple aléoute a toujours entretenu un lien profond avec le monde naturel. Imprégné d'animisme et de pratiques chamaniques, leur culture voyait des esprits dans la mer, le vent et la terre. Cependant, avec l'arrivée des missionnaires orthodoxes russes, ces croyances sacrées sont entrées en collision avec une nouvelle religion. Le christianisme s'est répandu parmi les Aléoutes, et bien que beaucoup se soient convertis, leurs anciennes pratiques n'ont pas disparu. Elles ont fusionné avec les nouvelles. Pendant des générations, les hommes Aléoutes ont été des chasseurs experts. Ils affrontaient les mers déchaînées dans des baïdarkas, des kayaks recouverts de peau pour chasser les mammifères marins tels que les phoques, les loutres de mer, les baleines et les morses. Pendant ce temps, les femmes aléoutes ramassant des poissons, des oiseaux, des coquillages et des plantes sauvages comme les baies pour nourrir la communauté. Ce mode de vie n'était pas seulement pratique, il était le cœur battant de la communauté. L'effort collectif les unissait, créant des liens profonds grâce à leur dépendance à la terre et à la mer. Puis, bien sûr, le peuple aléoute a fait face à un événement que personne n'aurait pu prévoir, la Seconde Guerre mondiale. Dans un tournant choquant, le gouvernement des États-Unis les a forcés à se relocaliser dans des camps d'internement aux conditions de vie déplorables. Les familles ont été séparés et leur mode de vie a été brisé. La douleur de cette injustice n'a été reconnue que des décennies plus tard. Ce n'est qu'en 1988, avec le passage de l'Alut Restitution Act, qu'une compensation leur a été accordée. Mais pouvait-elle vraiment effacer les cicatrices laissées derrière? Tandis que la lutte des Aléoutes pour préserver leur identité a été façonnée par la colonisation et la guerre, les Kaks ont, eux, fait face à une lutte plus discrète. Des politiques modernes qui, petit à petit, grignotent leur culture. Les Koryaks. Le peuple korak a toujours vécu en étroite relation avec la terre, guidé par un profond respect pour la nature. Dans leur société, le leadership ne repose pas sur des titres, mais sur la prise de décision collective. Les familles travaillent ensemble, faisant des choix qui reflètent la force et l'unité du groupe. Cependant, il y a une personne dont l'influence dépasse le cadre familial, le chaman. Grâce à des rituels et des tambours, les chamans se connectent au monde des esprits, guidant leur peuple avec une sagesse transmise à travers les âges. Pour les Koraks, la nature n'est pas seulement une ressource, elle est sacrée. Dans cette catégorie, il y a un élément particulièrement cher à leur cœur, un animal. Pendant des siècles, les Koraks ont dépendu des rennes pour leur survie. Le renne est leur bouée de sauvetage, fournissant nourriture, vêtements, outils et transport. Rien n'est gaspillé. De la viande aux peaux, chaque partie de l'animal est utilisée. Ils ont appris à vivre avec les saisons changeantes, construisant des habitations semi-souterraines pour survivre aux hivers rigoureux et des tentes solides pour rester au frais pendant l'été. Le long des côtes, les Koraks fabriquaient des bateaux en bois et en peau d'animaux pour pêcher et chasser les animaux marins. Lorsque l'été arrivait, les femmes récoltaient des baies et des racines, profitant de la courte saison de croissance pour nourrir leur communauté. Cependant, avec le temps, des forces extérieures ont rendu leur vie plus difficile. Les politiques soviétiques visant à modifier leur mode de vie ont lentement fait disparaître la langue et les traditions koraks. La langue korak, autrefois centrale à leur identité, a commencé à disparaître avec la domination russe. En 2007, l'Okrug autonome des Kaks a été fusionné avec le Kraï du Kamtchatka, repoussant les Koraks au bord du précipice, sans voix politique ni représentation. Ce changement a suscité de vives inquiétudes quant à la perte de leur culture et de leur mode de vie. Le lien des Koraks avec les rennes a façonné leur survie, mais ils ne sont pas le seul peuple arctique dont le destin est lié à un animal. Les Gwich'ins
Pour le peuple Gwich'in, les caribous sont bien plus qu'une simple source de nourriture. Ils sont le pouls même de leur culture, de leur identité et de leur survie. Comme l'a dit avec puissance Sarah James, une leader respectée, les caribous ne sont pas seulement ce que nous mangeons, ils sont ce que nous sommes. Ce lien sacré est tissé dans chaque histoire, chaque tradition et chaque chasse. Pour mieux comprendre ce que Sarah veut dire, remontons un peu dans le temps. Pendant des générations, les Gwich'ins ont compté sur les caribous de toutes les manières possibles. Ces animaux étaient leur source de vie, nourriture, vêtements, abris, outils. Les peaux servaient à fabriquer des tentes qui les protégeaient des éléments impitoyables, tandis que la fourrure devenait literie et vêtements, et les os étaient transformés en outils essentiels. Pendant de nombreuses années, les caribous n'ont pas seulement survécu aux côtés des Gwich'ins, ils étaient indispensables. Mais leur lien va encore plus loin. Les Gwich'in ont des mythes de création qui racontent une époque où eux et les caribous ne faisaient qu'un, littéralement inséparables. Lorsqu'ils ont été séparés, ils ont juré de toujours honorer les caribous, et ce lien sacré est toujours vivant aujourd'hui. Chaque chasse est un rappel de cette connexion sacrée, et chaque caribou qu'ils rencontrent est un souvenir de leur passé ancestral. Aujourd'hui encore, le cœur de la vie Gwich'in bat au rythme de la migration du troupeau de caribous porcupines. Au fil du temps, les Gwich'in sont devenus des maîtres pisteurs, comprenant chaque mouvement des caribous, leur schéma de migration et leurs habitats. Ils ont transmis ce savoir de génération en génération. Cependant, ce n'est pas seulement une question de chasse, c'est une question de respect, de durabilité et de préservation afin de s'assurer que les caribous continueront de revenir pour les générations futures. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que les Gwich'ins ne se contentent pas de perpétuer leur tradition. Ils se battent pour l'avenir des caribous. Lorsque des compagnies pétrolières ont menacé les terres de mise bas du troupeau de caribous porcupines dans la réserve nationale faunique de l'Arctique, les Gwich'ins n'ont pas simplement croisé les bras. Ils ont pris position. Ils ont lutté pour protéger non seulement les caribous, mais aussi les fondements même de leur mode de vie. Pour les Gwich'in, ce combat est personnel. Il s'agit de défendre l'équilibre délicat du monde qu'ils ont toujours connu, alors que les changements environnementaux et les pressions extérieures pèsent lourdement sur les populations de caribous. Le peuple Gwich'in s'est imposé comme de féroces protecteurs de ces majestueux animaux. Ils sont devenus des défenseurs passionnés, luttant pour protéger le troupeau de caribous porcupines. Cette lutte est particulièrement évidente lorsqu'il s'agit des terres de mise bas cruciales des caribous, que les Gwich'in défendent dans la réserve nationale faunique de l'Arctique où les forages pétroliers menacent de perturber leur habitat fragile. Le Gwich'in Social and Cultural Institute joue un rôle central dans ce combat. Il semble qu'alors que les Gwich'ins se battent pour protéger leurs caribous sacrés, la survie d'une autre tribu repose également sur un lien profond avec la terre. Les Évens et les Évènes. Les Évens et les Évènes partagent une histoire aussi ancienne que la Sibérie elle-même. Nés de tribus anciennes de langue toungouse, ils se sont installés il y a plus de 3000 ans entre le lac Baïkal et le fleuve Amour, échangeant récits et traditions avec le peuple Yukagir. Cependant, lorsque les explorateurs et cosaques russes sont arrivés au XVIIe siècle, tout a changé. Une taxe sur les fourrures, appelée Yasak, leur a été imposée, les forçant à s'étendre sur de nouvelles terres et à en exploiter les ressources. Cela marqua le début d'une relation complexe entre les peuples autochtones et le monde extérieur. Fait intéressant, les Évènes descendent également de ces tribus toungouzes installées autour de la mer d'Okhotsk, dans le nord-est de la Sibérie. Ils n'ont pas accepté passivement la colonisation russe, ils ont résisté. Cependant, vers 1700, eux aussi furent insoumis. Ces deux groupes, avec leurs racines communes, se battent depuis des siècles pour maintenir leur mode de vie. À cette époque, les Évènes étaient constamment en mouvement, utilisant les rennes pour le transport et la nourriture. Leurs tentes coniques, faites d'écorce de bouleau ou de peau de renne, étaient des habitations parfaites pour un mode de vie nomade. Leur alimentation, composée de viande de renne, de poissons et de gibier comme les élans et les cerfs rouges, leur permettait de rester forts. Les Évènes faisaient de même, mais à une plus petite échelle. L'élevage de rennes, la pêche et l'utilisation de peau de poisson pour les vêtements et les abris. Au cœur de leur société se trouvait une culture du partage. Lorsqu'une chasse était organisée, tout le monde participait, s'assurant que personne ne manque de rien. Le leadership reposait sur la sagesse des anciens, y compris les chamans, qui étaient à la fois des guides spirituels et des guérisseurs. Saviez-vous que le mot chaman vient lui-même de la langue Evenki, qui fait partie de la famille toungouse? Cette famille linguistique lie les Évènes et les Évènes à d'autres peuples autochtones de Sibérie. Bien que les Évènes parlent une langue similaire, leurs dialectes ont été façonnés par leurs interactions avec les cultures voisines. Malheureusement, ces langues disparaissent rapidement, car les jeunes générations adoptent le russe. Les Évens et les Évènes ont une connexion profonde avec la terre
mais les Yukagir portent ce lien à un niveau entièrement spirituel. Les Yukagir. Les Yukagir sont profondément connectés à la nature d'une manière qui va au-delà du simple fait de vivre avec elle. Ils vivent aux côtés de la nature. Leurs croyances spirituelles combinent chamanisme et animisme, créant un monde où les esprits remplissent chaque recoin de la terre, du feu qui crépite dans l'âtre au soleil qui brille au-dessus. Rien n'est sans signification. Au centre de leur système de croyances se trouve une puissante divinité solaire, Pugu. Imaginez cela. Pugu n'est pas seulement un dieu, mais le juge moral ultime, veillant à ce que l'équilibre du monde reste intact. Les Yukagir croient que Pugu observe tout, comment les gens se comportent, comment ils interagissent les uns avec les autres et comment ils respectent les esprits de la nature. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'un seul dieu. Les Yukagir ont tout un monde d'esprits qui façonnent leur vie. Au cœur de cette croyance se trouve le rôle du chaman. Chaque clan Yukagir possède un alma, un chaman qui fait le pont entre le monde physique et le monde spirituel. Imaginez avoir quelqu'un qui peut parler directement aux esprits, guérir les malades ou protéger la communauté contre les forces du mal. C'est le pouvoir de l'alma. Après leur mort, les chamans ne sont pas simplement pleurés, ils sont vénérés comme des divinités et leurs restes sont soigneusement préservés en tant que reliques sacrées par leur clan. C'est comme si la mort n'était pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre dans leur voyage spirituel. Parlons maintenant des animaux. Dans la croyance des Yukagir, les animaux occupent une place spéciale. Ils considèrent chaque espèce, de l'élan au renne, comme ayant son propre esprit. Les chasseurs doivent respecter des règles non écrites pour honorer ces esprits. Les chasseurs qui suivent ces traditions sont considérés comme incroyablement chanceux. Les rituels sont au cœur de la vie des Yukagir, surtout lorsqu'il s'agit de la chasse. Il existe des tabous stricts et des coutumes à suivre pour s'assurer que l'équilibre de la nature n'est jamais perturbé. Ce code a été transmis de génération en génération, et cela ne s'arrête pas là. Le respect des Yukagir pour la nature est total et englobe tout. Ils croient que les arbres aussi ont des esprits. Ces frères des arbres protègent le peuple Yukagir et ils les honorent à travers des cérémonies. C'est une vision du monde où chaque élément de la nature mérite le respect parce que tout possède une âme. Avec cela en tête, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les Yukagir croient également que les rêves possèdent un pouvoir dépassant l'imagination. Ils pensent que les rêves ne sont pas de simples pensées passagères, mais des aperçus de l'avenir. Dans la nature sauvage et impitoyable de la Sibérie, la capacité à prévoir des changements climatiques ou des événements qui changent la vie peut faire la différence entre la survie et la catastrophe. Les chamans, guides spirituels des Yukagir, interprètent ces visions et offrent des conseils qui aident leur peuple à naviguer à travers les changements saisonniers, les défis personnels et l'inconnu. Au fil des années, malgré l'arrivée du christianisme orthodoxe russe, de nombreux Yukagir ont continué à mêler leurs anciennes croyances chamaniques aux enseignements chrétiens, tissant une tapisserie spirituelle qui mélange l'ancien au nouveau. Cette fusion leur permet de préserver leur héritage tout en embrassant le monde en constante évolution qui les entoure. Alors, qu'inclut cet héritage ? De nombreuses pratiques que les Yukagir ont gardées proches de leur tradition. Par exemple, les habitants de la toundra sont devenus des éleveurs de rennes habiles, tandis que ceux vivant dans les forêts ont développé une expertise dans la chasse et la pêche. Leur économie était construite sur les rythmes des saisons, pistant les rennes et les élans, pêchant depuis des canoës et cherchant des plantes comestibles pour se nourrir pendant les courts étés. Cependant, ce qui distingue véritablement les Yukagir, c'est leur adaptabilité. Avant les années 1920, ils n'avaient aucun outil en métal et fabriquaient tout, du matériel de chasse aux équipements de pêche, en passant par les armes, à partir de bois, d'os et de pierre. Leurs habitations reflétaient également cette ingéniosité. En hiver, ils construisaient des habitations solides, en bois ou en écorce, pour résister au froid brutal, tandis qu'en été, ils installaient des abris légers et portables, faits de peaux ou de feuilles. Cette capacité à s'adapter à l'un des climats les plus hostiles de la Terre n'était pas seulement une compétence, c'était un mode de vie, transmis de génération en génération. La profonde connexion spirituelle des Yukagir à la Terre peint une image vivante d'une vie en harmonie avec les rythmes de la nature. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Plus au nord, les Inuits tracent leur propre chemin. Les Inuits. Imaginez vivre dans l'un des environnements les plus hostiles de la Terre, l'Arctique. Pour les Inuits, ce monde glacé n'est pas seulement un endroit où survivre, c'est chez eux. La chasse est au cœur de leur mode de vie et ils ont maîtrisé des compétences incroyables pour prospérer. Armés de harpons pour chasser les créatures marines et d'arcs et de flèches pour les animaux terrestres, les Inuits ont toujours su s'adapter. Leurs kayaks et leurs umiaks
grands bateaux, sont conçus pour naviguer dans les eaux glacées, montrant à quel point ils sont en harmonie avec leur environnement. Cependant, pour cette tribu, il ne s'agit pas seulement de survivre. Prenez les caribous, par exemple. Leur viande fournit de la nourriture, leurs peaux sont transformées en vêtements et leur graisse est utilisée pour alimenter les lampes à huile. Les os, quant à eux, sont soigneusement façonnés en outils. Les vêtements inuits sont une autre adaptation ingénieuse. Fabriqués à partir de peaux de caribou ou de phoque, leurs parkas et leurs mukluk, bottes spéciales, les gardent au chaud dans des températures glaciales. Mais ces vêtements ne sont pas seulement fonctionnels. Beaucoup sont décorés de magnifiques motifs qui racontent l'identité de celui qui les porte. La langue joue également un rôle clé dans la préservation de la culture inuite. L'inuktitut, la langue des Inuits au Canada, porte des récits, des valeurs et un savoir ancien. C'est le fil qui relie les générations. Et n'oublions pas l'art inuit. Sculpté dans des matériaux tels que la stéatite, les défenses de morse et les os, leur art représente souvent des animaux ou des scènes de la vie quotidienne et possède une profonde signification spirituelle. En ce qui concerne leur vie quotidienne, les Inuits ont leurs propres coutumes pour survivre dans ce climat rigoureux. En hiver, les Inuits construisent des igloos à partir de neige compactée, créant un abri isolé qui les garde au chaud, même lorsque le monde extérieur gèle. En été, ils changent de mode de vie et habitent dans des tentes ou des huttes de tourbe, construites à partir de pierres et de bois flottés, soigneusement placées près des zones de chasse ou des sources d'eau. Au cœur de la vie inuite se trouve l'esprit de communauté. La coopération est essentielle et les familles travaillent ensemble lors des chasses, partageant ce qu'elles attrapent pour s'assurer que tout le monde a suffisamment. L'éducation des enfants est basée sur la gentillesse, la patience et l'apprentissage par observation plutôt que par la punition. C'est un mode de vie ancré dans le respect, les uns envers les autres et envers le monde qui les entoure. Cependant, comme pour de nombreuses autres tribus anciennes, les défis modernes ont mis à rude épreuve ce mode de vie traditionnel. Le passage d'un mode de vie nomade à des communautés sédentaires a affecté la sécurité alimentaire. Avec moins d'opportunités de chasse, de nombreux Inuits dépendent désormais des aliments achetés en magasin, souvent coûteux et moins nutritifs que leurs repas traditionnels. Comme dans de nombreuses communautés confrontées à des changements rapides, des problèmes sociaux tels que l'alcoolisme, les taux élevés de suicide chez les jeunes et les troubles de santé mentale ont également émergé. Bien que les Inuits aient maîtrisé la survie dans l'un des climats les plus rudes de la planète, les tribus Khanty et Mansi en Sibérie ont trouvé leur propre connexion spirituelle et culturelle à la nature. Les tribus Khanty et Mansi. Au cœur de la Sibérie, deux tribus, les Khanty et les Mansi, partagent une connexion unique et puissante avec l'ours. Cependant, pour eux, cet animal n'est pas un simple ours ordinaire. Il est vu comme un ancêtre puissant, un protecteur et même le fils de leur dieu suprême, Nom. À leurs yeux, l'ours est l'incarnation de la justice et de la force, occupant une place sacrée dans leur culture et leur vie quotidienne. La chasse à l'ours est une expérience hautement spirituelle pour cette tribu. Après avoir chassé un ours, les tribus honorent son esprit à travers un grand festival cérémonial avec des chants, des danses et des récits. Tout cela pour célébrer le rôle vital de l'ours dans leur monde. Le corps de l'ours est traité avec le plus grand respect. Sa peau est décorée de rubans et posée de manière révérencieuse à l'intérieur de la maison. Pour un étranger, cela peut sembler être un simple rituel, mais pour eux, c'est une manière de faire face aux poids émotionnels de la chasse, de guérir et de renforcer leur lien avec la nature. Dans la vie familiale, les Khantys et les Mansis suivent un système où les traditions et les liens familiaux se transmettent par la lignée masculine. Cela façonne tout, de leur structure sociale à l'organisation de leurs cérémonies. Si de petits rituels peuvent se dérouler au sein de la maison, les grandes célébrations sont des événements communautaires, avec des maisons spéciales construites pour réunir tout le monde et maintenir leur culture vivante. S'il y a une chose que cette tribu considère comme sacrée, ce sont ses rituels spirituels. Chaque masque et costume raconte une histoire vieille de plusieurs siècles. Lors de leur cérémonie, les participants se déguisent en personnages de la nature et de la communauté, donnant vie aux traditions de manière à la fois divertissante et profondément significative. Au centre de tout cela se trouvent les chamans, des guides spirituels qui connectent le monde humain au royaume des esprits, démontrant à quel point leur spiritualité est intimement liée à leur vie quotidienne. En même temps, cette tribu est profondément connectée à la terre qu'elle habite. Les forêts, les rivières et même le puissant tigre leur fournissent les ressources nécessaires pour prospérer. Les Khanty sont considérés comme ayant émergé de l'Arctique, tandis que les Mansis retracent leurs racines aux migrations phéno-ougriennes, ajoutant des couches d'histoire à leur riche identité. Ces tribus sont divisées en clans
clans, chacun avec ses propres coutumes et territoires qui changent au gré des saisons, montrant un profond respect pour le monde en constante évolution qui les entoure. Aujourd'hui, des efforts pour préserver leur culture prennent de l'ampleur, avec l'okrug autonome des Khanty-Mansis en Russie à la pointe de cette initiative. Des expositions présentant les artefacts de la tribu aident à sensibiliser le public, et la reconnaissance fédérale croissante donne à ces peuples autochtones le pouvoir de préserver leur héritage et de sécuriser leurs droits. Alors que les tribus Khanty et Mansis naviguent à travers les vastes paysages sibériens, un autre groupe autochtone, à travers les terres glacées du Sapmi, porte également un riche héritage. Les Samis. Nichés dans les paysages gelés du Sapmi, une région qui s'étend sur le nord de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de la péninsule de Kola en Russie, la tribu Sami trace son propre chemin. La tribu Sami a prospéré pendant des milliers d'années. Ce groupe autochtone a fasciné les chercheurs par sa culture unique, développée grâce à un mélange de traditions résilientes et d'une compréhension intime de leur environnement. Pour mettre en perspective l'ancienneté de cette tribu, les origines des Samis remontent à environ 10 000 ans, juste après la dernière période glaciaire, lorsque les premiers colons ont commencé à s'installer dans le nord de l'Europe. Au fil du temps, ils ont façonné une culture qui s'est adaptée sans effort aux défis de leur territoire froid et accidenté. Pendant une grande partie de leur histoire, les Samis ont survécu grâce à la chasse, la pêche et la cueillette, apprenant à suivre les saisons et à respecter les rythmes de la nature. Cependant, vers 1500 de notre ère, un changement majeur s'est produit. Les Samis ont commencé à domestiquer les rennes, marquant un nouveau chapitre dans leur mode de vie. Les rennes sont devenues le cœur de la culture Sami, façonnant tout, de la nourriture et des vêtements aux rituels et à l'identité. Aujourd'hui, l'élevage de rennes reste un pilier de la culture Sami, pratiqué par environ 10 000 Samis en Norvège et en Suède. Cet animal est si sacré pour les Samis qu'ils utilisent chaque partie du renne. De la viande au pot, un plat traditionnel, le bido, un ragoût copieux à base de viande de renne, de pommes de terre et de carottes, illustre à quel point la vie des Samis est profondément liée à leur pratique d'élevage de rennes. Les Samis ont toujours suivi leurs troupeaux le long de routes spécifiques, veillant à ce que leurs rennes disposent toujours de nouvelles zones de pâturage. Cette tradition ancienne est protégée par la loi en Norvège et en Suède, faisant de l'élevage de rennes une activité exclusivement Sami. Cependant, les Samis n'ont pas eu la vie facile au fil des ans. Ils ont dû se battre pour leurs terres et leur culture. Au XVIe siècle, l'expansion des États scandinaves a conduit à des taxes et à la perte de leurs terres. Plus tard, les missionnaires ont tenté de convertir les Samis au christianisme, menaçant leurs croyances traditionnelles. Malgré ces luttes, les Samis ont préservé leur culture, conservant des pratiques anciennes encore vivantes aujourd'hui. L'une de ces pratiques est leur musique vibrante et leur art. Le jouak, leur forme unique de chant, est l'une des plus anciennes traditions musicales d'Europe. C'est un moyen émouvant d'honorer les personnes, les animaux ou les lieux, et il constitue une part importante de la culture Sami. En ce qui concerne l'art, les Samis fabriquent de magnifiques duoji, des objets faits à la main tels que des tissages, des sculptures sur bois et des bijoux en argent. Cet artisanat, à la fois pratique et esthétique, reflète leur connexion à la nature et à leur histoire. Les vêtements traditionnels Samis, les gaktis, sont tout aussi remarquables, avec des motifs colorés et des accessoires en argent qui mettent en valeur leur créativité et leur fierté. En dehors de cela, cette tribu, vivant dans les régions froides de l'Arctique en Norvège, en Suède, en Finlande et en Russie, possède une culture fascinante, enracinée dans la nature et les croyances spirituelles. Historiquement, ils pratiquaient l'animisme, croyant que la nature était remplie d'esprit. Des lieux sacrés, tels que des siedi, des pierres ou des arbres spéciaux, étaient considérés comme les demeures de ces esprits, jouant un rôle important dans leurs rituels.